Salut, c'est Max. Alors aujourd'hui, je voudrais discuter avec toi de la monnaie et plus particulièrement de la monnaie en tant que produit. Et la raison à cela, c'est que je voudrais attirer ton attention sur le monopole qu'exerce le cartel des banques et des banques centrales sur ce produit qu'est la monnaie et pourquoi je pense qu'aujourd'hui, ce monopole touche à sa fin. Donc tu vois, si tu veux devenir libre financièrement, c'est super important que tu comprennes vraiment qu'est-ce que c'est la monnaie. Ok, la monnaie, c'est ce véhicule que tu utilises pour stocker la valeur que tu vas produire à partir de ton temps, de ton énergie, de ton intelligence, etc. Donc c'est vraiment extrêmement important si tu veux que tu comprennes vraiment de quoi il s'agit lorsqu'on parle de monnaie. Qu'est-ce que c'est cet instrument que tu utilises pour stocker toute la valeur que tu produis? Et donc aujourd'hui, je voudrais parler avec toi de la monnaie, mais je voudrais vraiment qu'on aborde la question, tu vois, sous l'angle de la monnaie en tant que produit. Tu vois, la monnaie, l'argent, tout ça, c'est souvent un petit peu considéré comme quelque chose à part, d'accord? C'est souvent considéré comme ce truc un petit peu insaisissable, tu vois, qui nous tombe un petit peu du ciel. On ne sait pas vraiment d'où il vient l'argent, d'où elle vient la monnaie, d'accord? C'est un petit peu complexe tout ça, et donc on le met souvent un petit peu à part. Et donc aujourd'hui, je voudrais vraiment partager avec toi cette idée que j'ai que la monnaie, c'est vraiment pas quelque chose qui est à part, ok? C'est un produit comme les autres. C'est simplement que c'est quelque chose dont on a totalement perdu le contrôle, d'accord, au cours des dernières décennies, au cours des derniers siècles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça nous apparaît un petit peu comme ce truc un petit peu, tu vois, insaisissable. Mais en fait, pas du tout. Il n'y a pas vraiment de raison rationnelle à ça, d'accord? La seule raison rationnelle à ça, c'est qu'on est aujourd'hui dans une situation de monopole par rapport à la monnaie et que donc, on n'a absolument pas le contrôle dessus. Donc, si tu regardes la définition du petit Larousse, par exemple, eh bien, ils te disent qu'un produit, c'est l'ensemble des articles, objets, biens ou services proposés sur un marché par une entreprise, ok? Donc pour un produit, tu as trois notions. Ici, tu as la notion de bien ou service, d'accord? Le truc en fait qui constitue le produit, quoi, le truc qui est vendu. Tu as le marché, d'accord, sur lequel le produit est vendu, et puis tu as l'entreprise qui génère le produit, tu vois, qui le fabrique et puis qui récupère les bénéfices de la vente du produit. Donc première chose, c'est quoi les entreprises? C'est qui fabrique la monnaie, ok? Aujourd'hui, clairement, la monnaie, elle est fabriquée en immense majorité, d'accord, à 99% par le cartel des banques et des banques centrales. Ok, alors quand je dis cartel, c'est pas vraiment quelque chose d'officiel, ok. Des banques centrales, officiellement, il y en a plusieurs dans le monde et c'est vrai, d'accord. Je peux t'en citer quelques-unes. La Federal Reserve aux États-Unis, la Banque centrale européenne, la PBOC en Chine, la People's Bank of China, ok. C'est tous des banques centrales. Simplement, moi, je considère un petit peu que c'est un cartel parce que ces différentes entités, si tu veux, elles opèrent un petit peu de concert ensemble, d'accord? Elles n'ont pas exactement le même produit, d'accord? La Fed aux États-Unis, elle va produire des dollars, la BCE va produire des euros, ok? N'empêche qu'ils ont des intérêts en commun. Leur intérêt commun, c'est eh bien de maintenir le statu quo du système monétaire et financier actuel, puisque bien, c'est à leur avantage de maintenir ce statu quo. C'est un système dans lequel elles ont un pouvoir qui est totalement démesuré. Donc, bien entendu, ces différentes banques centrales vont travailler ensemble, d'où le terme de cartel, d'accord? Et je rajoute à ça également les banques, d'accord? Les institutions bancaires privées, hein, entre guillemets, non pas que les banques centrales ne soient pas privées, mais officiellement elles ne le sont pas, d'accord? Donc je rajoute également les banques privées. D'accord? Et en fait, je pense que les banques privées, en tout cas de mon point de vue, elles appartiennent un petit peu au même cartel, puisqu'on voit bien, déjà, premièrement, si tu veux, les capacités des banques privées de générer de la nouvelle monnaie, eh bien, ça dépend, en fait, de leur situation par rapport aux banques centrales, d'accord? Si tu veux, à la fin, c'est quand même la banque centrale qui va décider des taux d'intérêt pour les banques privées, qui va décider des ratios de réserve, etc. Je te passe un petit peu les détails, mais en gros, c'est pour te dire que tout ce petit monde-là fonctionne un petit peu de concert, d'accord? Tout ce petit monde-là fonctionne un petit peu pour les mêmes types d'intérêts et on le voit bien, d'accord, quand il y a des crises financières, quand il y a des problèmes dans le système financier, les banques centrales vont renflouer les banques privées, d'accord? Donc voilà, c'est pas une légende, ce que je raconte, c'est un état de fait, c'est la situation actuelle. Donc maintenant qu'on a identifié eh bien, les entreprises qui fabriquent ce produit qui est la monnaie, d'accord, il va falloir identifier le marché, d'accord? Est-ce qu'il y a un marché pour la monnaie? Est-ce que ces entreprises elles vendent vraiment ce produit ou est-ce que c'est juste un service qu'elles rendent gratuitement?
Eh bien entendu, hein, il y a un marché pour la monnaie, d'accord? Le premier marché pour la monnaie, celui qu'on connaît tous, c'est le marché du travail, ok? Le marché du travail, c'est un marché où tu vas aller obtenir de la monnaie en l'échangeant contre ton temps, ton énergie, ton intelligence, etc. D'accord? Un autre marché majeur qu'on va avoir pour la monnaie, c'est tout simplement le marché du crédit. D'accord? C'est un marché où tu vas obtenir une certaine quantité de monnaie en échange de deux choses. D'accord? La première chose, ça va être les taux d'intérêt que tu vas payer sur tes emprunts. Et la deuxième chose, c'est que tu vas donner confiance aux banquiers. D'accord? Tu vas en fait faire en sorte qu'il te fasse confiance pour rembourser. D'accord? Donc le banquier, il va obtenir de la confiance et des taux d'intérêt, en échange de quoi il va te passer de la monnaie. Et en fait, le marché du crédit, tu comprends que c'est plutôt un marché locatif en fait, puisque la monnaie que tu obtiens, en fait, tu la loues. Elle n'est pas vraiment à toi, c'est simplement que tu vas pouvoir en profiter pendant un certain temps. Donc là, le marché dont je te parle, c'est plutôt le marché du crédit pour les particuliers, d'accord? Il faut savoir qu'il y a pas mal d'autres marchés pour le crédit, notamment les marchés interbancaires, mais tu as aussi le marché, tu vois, pour le crédit des États, par exemple. C'est tout simplement le marché des obligations d'État, où des investisseurs vont acheter des obligations d'État et ce faisant, ils vont tout simplement prêter, ils vont louer une certaine somme d'argent à des États, ok, encore une fois, contre de la confiance et puis des taux d'intérêt. Tu as également le marché interbancaire. En ce moment, il y a des choses assez intéressantes qui se passent entre le marché interbancaire. Donc, c'est le marché, si tu veux, où les banques vont se prêter entre elles, en général pour des durées assez courtes. Et là, dans un des marchés interbancaires qui s'appelle le repo market, d'accord, donc le marché des repurchase agreements, d'accord, aux États-Unis, depuis à peu près 6 mois, il se passe des choses très intéressantes, c'est-à-dire qu'en raison d'un manque de confiance entre les banques, les taux d'intérêt ont explosé au niveau de ce marché interbancaire, d'accord. Il faut savoir que c'est un événement qui met quand même le système financier global en risque d'éclatement, tout simplement. Si on a un credit freeze, si les banques arrêtent de se prêter, c'est rideau, les gars, il faut que ça soit bien clair. Voilà, donc ce qui se passe depuis le mois de septembre, c'est qu'il y a un problème de confiance entre les banques au niveau du marché du repo market en dollars, d'accord. Et donc, ce qui se passe, c'est que la Réserve fédérale américaine est obligée d'intervenir et en fait de renflouer encore une fois les banques qui ont besoin d'emprunter de l'argent sur le marché interbancaire. Comme leurs copines, les autres banques ne veulent pas leur prêter, c'est la Federal Reserve qui arrive et qui sort cet argent de sa poche. Donc là, actuellement, après 6 mois de cette situation, on a quelque chose comme 400 ou 500 milliards de dollars qui ont été injectés par la Réserve fédérale américaine dans le marché interbancaire du crédit. Et de manière plus générale, en fait, tu te rends compte que la monnaie, en fait, elle est échangée dans quasiment tous les marchés, d'accord? À part si tu me trouves des marchés où on fait du troc, ou alors on va échanger des actifs sans utiliser de monnaie, sans utiliser de devise, tu vois bien que la monnaie, en fait, c'est quand même un produit qui est échangé sur quasiment 100% des marchés que tu peux trouver aujourd'hui. Donc c'est quand même assez significatif, d'accord? C'est quand même un produit qui est très 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 demandé. Donc voilà, pour résumer à ce stade, on est d'accord que la monnaie c'est un produit, qu'il est créé par des entreprises qui sont en fait des banques et des banques centrales, d'accord, et que ce produit il va s'échanger sur tout un tas de marchés différents, d'accord, et que c'est même le produit qui s'échange sur le plus de marchés, d'accord. Bon, maintenant on avait parlé des biens ou services, tu vois, quand dans la définition du produit il y avait la notion de quel est le bien ou service, quel est le service rendu, qu'est-ce qu'il apporte comme valeur, tu vois, ton produit. Donc maintenant c'est de ça que je voudrais discuter avec toi. Quelle est la valeur que nous apporte le produit qui est la monnaie, ok? Pourquoi est-ce que ce produit il est tellement présent dans notre vie? Pourquoi est-ce qu'on en a tellement besoin? Donc bien évidemment la raison pour laquelle on a besoin de la monnaie, c'est pour pouvoir réaliser de manière pratique des échanges de valeurs, ok? C'est quelque chose qui nous simplifie énormément la vie quand on doit réaliser des échanges de valeurs, ok? D'accord? Donc si je considère rapidement les deux acteurs de l'économie, d'accord? Tu prends Marcel et Jean-Claude, d'accord? Marcel il produit des patates, ok? Il n'a pas envie de bouffer que des patates toute l'année, donc à un moment donné il a envie d'échanger ses patates contre, je sais pas moi, des œufs, des pâtes, tu vois, des trucs un petit peu différents, des légumes, j'en sais rien. Bon, Marcel, je sais plus comment je l'avais appelé, Marcel, voilà. Bon, Marcel, tu vois, il a compris, si tu veux, que plutôt que d'aller voir les producteurs d'œufs et puis ensuite d'aller voir les producteurs de pâtes et de leur demander s'ils veulent bien prendre ses patates, etc., il a compris que c'était beaucoup plus facile et il allait économiser énormément de temps et d'énergie en allant voir Jean-Claude qui lui a besoin de patates, en lui échangeant ses patates contre de la monnaie et ensuite en allant voir le mec qui fait des œufs et lui échanger la monnaie contre ses œufs, d'accord? Donc tu vois bien que la monnaie là-dedans,
c'est pas vraiment, si tu veux, c'est pas vraiment ça le produit dont on a besoin. Tu vois, Marcel, à aucun moment, il a besoin d'avoir de la monnaie. Tu comprends? Marcel, il a besoin d'avoir des œufs et des pâtes et des légumes. D'accord? Mais la monnaie, c'est vraiment ce véhicule qui nous permet de réaliser ces échanges de valeur. Tu vois, la monnaie, on pourrait faire une analogie, je sais pas moi, avec un truc comme le réseau téléphonique. Tu vois, c'est un système d'échange de communication en fait. Le réseau téléphonique, ok, à aucun moment, si tu veux, toi, ça t'intéresse d'avoir, je sais pas moi, une ligne téléphonique, un téléphone, un machin. Toi, tu t'en fous de tout ça. Toi, ce dont tu as besoin, c'est de parler avec ta grand-mère le dimanche matin. Tu vois, c'est de discuter avec ta copine ou ton copain le soir en rentrant du boulot au téléphone. Et ben la monnaie, c'est un peu pareil, tu vois. Personne n'a vraiment besoin de la monnaie. Par contre, tout le monde a besoin de cet outil-là pour pouvoir réaliser d'autres choses, ok? Et donc, cette utilisation de la monnaie comme un échange de valeur, eh bien, elle va reposer, tu vois, sur plusieurs caractéristiques qui vont être super importantes, ok? Il y a des raisons pour lesquelles on utilise la monnaie comme échange de valeur. Il y a des raisons pour lesquelles, par le passé, on utilisait, tu vois, peut-être de l'or, etc. comme monnaie. Aujourd'hui, on utilise du papier ou des monnaies digitales, tu vois, sur notre carte bleue. Mais il y a certaines caractéristiques qui sont super importantes pour la monnaie qu'on utilise, tu vois, pour qu'on puisse vraiment s'en servir comme un véhicule pour échanger de la valeur. La première caractéristique est vraiment la caractéristique la plus importante et celle sans laquelle, eh bien, tu ne pourras jamais avoir une monnaie, c'est, eh bien, la confiance, d'accord? C'est la confiance que tu vas pouvoir utiliser cette monnaie pour réaliser des échanges de valeur, d'accord? En fait, tu as confiance que les autres acteurs de l'économie ils vont accepter cette monnaie lorsque tu viendras les voir pour leur acheter des trucs, hein, tout simplement. Une deuxième caractéristique qui est aussi super importante, c'est le fait que la monnaie soit un stock de valeur, d'accord? Au moins à court terme, d'accord? Ça n'a pas forcément besoin d'être un stock de valeur à très long terme, mais au moins à court terme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un stock de valeur? Eh ben, c'est très simple, hein. Si aujourd'hui, avec 5 euros, tu achètes, je sais pas moi, 3 kilos de patates, d'accord? Et ben peut-être que dans 2 ans, avec 5 euros, tu n'achèteras plus que 2 kilos de patates, ok? Ça, c'est parce que typiquement, l'euro, c'est pas un très bon stock de valeur, ok? Il y a donc ce qu'on appelle l'inflation. Alors l'inflation, c'est un terme qui est un petit peu généraliste, d'accord? On en reparlera sûrement dans une vidéo spécifiquement dédiée à ça. Mais voilà, avec l'euro, avec le dollar, avec toutes ces monnaies fiduciaires, typiquement, on voit bien que c'est pas des très bons stocks de valeur, ok? On a une inflation qui est rampante et puis chaque année, la vraie valeur, le vrai pouvoir d'achat de tes euros, eh bien, il diminue, d'accord? Bon, maintenant, tu n'as pas forcément besoin que la monnaie, ça soit un stock de valeur sur le très long terme, ok? Ça suffit pour une monnaie, voilà, type monnaie d'échange, d'accord? Ça suffit que ça soit un stock de valeur sur le court moyen terme. Disons, voilà, disons que sur 1, 2, 3 ans, tu vois, après que tu aies fait l'acquisition de ta monnaie, ce qui est pas mal, c'est qu'elle ne perde pas plus que quelques pourcents, si tu veux, de son pouvoir d'achat, vraiment de sa valeur, tu vois. Bon, aujourd'hui, on est un peu à la limite de ça avec l'euro et le dollar. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que le monopole des banques centrales touche à sa fin, d'accord? C'est qu'on a quand même des taux d'inflation réels qui commencent à être très élevés, même si les taux officiels restent officiellement autour de 2%, d'accord? Les taux d'inflation réels commencent à devenir assez élevés et donc ces monnaies-là commencent à devenir de moins en moins intéressantes, notamment pour les épargnants, d'accord? Si tu es un épargnant, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment plus beaucoup d'avantages à épargner dans des devises fiduciaires. Une autre caractéristique super importante pour la monnaie, c'est que cette monnaie représente, si tu veux, un moyen de transaction qui soit fiable, qui soit sécurisé, tu vois, qui soit suffisamment rapide, qui soit suffisamment pratique. Ok, voilà la raison pour laquelle on a vite arrêté d'utiliser de l'or comme monnaie lorsqu'on a pu le faire, c'est tout simplement parce que c'était super fiable, mais par contre c'était pas très sécurisé, d'accord? C'était quand même facile de se faire piquer son or si tu te baladais avec. Et puis, c'était pas rapide, tu vois, c'est un truc à transporter physiquement. Bref, voilà, c'était pas pratique. Donc, une monnaie, si tu veux qu'elle soit vraiment adoptée, qu'elle soit vraiment utilisée, il faut qu'elle soit pratique à utiliser, fiable, rapide, etc. Et enfin, la monnaie, il faut que ça soit une unité de compte, d'accord? Il faut que ça soit une unité de compte qui soit divisible, qui soit fongible et qui soit uniforme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon, divisible, déjà, je pense que tu as compris, d'accord? Le fait que quand tu as 1000 euros sur ton compte, eh bien, tu puisses tirer des billets de 5 euros, les diviser en pièces de 1 euro, etc. Ça, c'est super important, d'accord? Il faut également qu'elle soit fongible. Alors, la fongibilité, c'est simplement le fait que, tu vois, entre deux unités de monnaie, il n'y ait pas de différence, tu vois, qu'elle soit complètement interchangeable, d'accord? On va voir que c'est pas forcément toujours le cas,
mais c'est une des caractéristiques qui est relativement importante. Et enfin, il faut qu'elle soit uniforme, et ben ça c'est tout simplement le fait que, voilà, tu vois, si tu prends deux billets de 10 euros, ils ont le même pouvoir d'achat, tu prends deux pièces d'or qui font le même poids, ils ont le même pouvoir d'achat, voilà, c'est ça l'uniformité. Donc voilà, c'est fini pour les caractéristiques de la monnaie. Alors il y en aurait d'autres, d'accord, si tu fais des recherches sur internet, tu vas trouver des gens qui vont t'en rajouter, t'en enlever, chacun a un petit peu sa petite sauce personnelle là-dessus. Moi je t'ai présenté celles qui pour moi sont vraiment fondamentales, d'accord. Alors une autre chose quand même dont on n'a pas trop parlé, c'est, si tu veux, le fait que la monnaie c'est quelque chose aujourd'hui dont on ne peut pas se passer. Ok, et c'est vraiment, on peut vraiment pas s'en passer si tu veux. C'est pas juste une question de confort ou etc. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans des économies qui sont à la fois complexes et super spécialisées. D'accord? Je sais pas quel est ton métier aujourd'hui, tu vois, je sais pas ce que tu fais dans la vie, mais il y a assez peu de chances en fait que dans tes compétences aujourd'hui, tu sois capable, si tu veux, de survivre juste avec ton propre travail, d'accord? Ça m'étonnerait que tu sois capable à la fois, si tu veux, bien d'assurer ta sécurité, de faire pousser ta nourriture, tu vois, de construire ta maison, de t'habiller, voilà, de te soigner, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, il y a quasiment personne dans ce monde qui est capable de faire ça, d'accord? C'était peut-être le cas dans des sociétés plus anciennes où les gens étaient moins spécialisés, ou bien où, si tu veux, le noyau familial, le noyau peut-être tribal faisait que, eh bien, tu pouvais avoir accès à toutes ces compétences sans utiliser, eh bien, des moyens d'échange, d'accord? C'était un petit peu des choses qui étaient un peu garanties pour toi. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, d'accord? On vit dans une économie qui est très spécialisée, d'accord? Et la monnaie, si tu veux, c'est vraiment le truc qui permet, eh bien, à un mec dont le boulot c'est de faire de la sécurité, de pouvoir bouffer. Et c'est aussi le truc qui permet au mec qui fait pousser la bouffe, eh bien, de pouvoir vivre en sécurité, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on utilise pour, eh bien, répartir, tu vois, le produit de notre travail dans une société qui est hyper spécialisée. Donc on peut vraiment pas s'en passer, d'accord? Si aujourd'hui on n'avait plus de monnaie, si on n'avait plus cet outil-là pour réaliser nos échanges, eh bien très probablement il y aurait la moitié des gens qui crèveraient de faim et puis l'autre moitié qui crèverait de froid, etc. Parce qu'on n'est pas capable, si tu veux, de subvenir à nos besoins, ne serait-ce qu'au niveau, tu vois, individuel, familial, tribal, etc. Tout ça, ça ne fonctionne plus, d'accord? On vit dans le contexte d'une économie. Et donc la situation actuelle, si tu veux, c'est qu'on a ce produit qui est absolument indispensable à notre survie, d'accord, qui est cet outil, la monnaie, qui nous permet de réaliser des échanges de valeurs. Et on a un cartel, le cartel des banques et des banques centrales, qui a acquis, si tu veux, une position de monopole sur ce produit. Alors les conséquences de ça, c'est quoi? Eh bien, au-delà, si tu veux, du fait que bon, bah, cette position de monopole, bien entendu, elle permet aux banques et aux banques centrales d'avoir, si tu veux, des niveaux de pouvoir et de richesse qui sont totalement démesurés. Si tu veux, voilà, c'est des privilèges en fait. Si tu veux, c'est la version moderne des privilèges que pouvait avoir la noblesse. Aujourd'hui, c'est eh bien un cartel d'institutions qui a le privilège de créer la monnaie, d'accord? Mais au-delà de ça, si tu veux, la conséquence de cette situation de monopole, elle est un petit peu similaire à ce que tu vas observer lorsque tu as des monopoles dans des industries un petit peu plus classiques, tu vois. Et donc typiquement, bah, ça va commencer par l'absence d'évolution technologique sur le produit. D'accord? Quand tu as une entreprise qui a un monopole absolu sur un produit dont les gens ont besoin et qu'il n'y a pas de compétition, bon, bah, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à faire de la recherche et développement. Okay? Donc pour te donner quelques exemples rapidement, bon, bah, tu peux voir que depuis une vingtaine d'années, le monde entier, donc toutes les industries que tu peux voir autour de toi, sont passées activement à l'ère d'Internet. Et pourtant, dans tes banques, tu vois, aujourd'hui, ça prend toujours, je sais pas moi, ça prend toujours 3 jours pour faire un virement et tu as encore pas mal de branches régionales de banques qui n'ont toujours pas d'application mobile. T'as, voilà, je sais pas, moi j'étais à jusqu'à récemment. Bon, si tu vas déposer un chèque dans une agence régionale, les mecs, ils peuvent pas te créditer ton compte si tu es dans une autre région. Tu vois, on a ce genre de situation un peu ubuesque où on est en 2020 et on est encore face à ce genre de choses. Je veux dire, c'est complètement hallucinant. Une autre chose qu'on peut observer au-delà de l'aspect, tu vois, innovation technologique, c'est une absence d'évolution des services rendus par le produit. Tu vois, par exemple, encore une fois, aujourd'hui, à l'ère de la communication, on est quand même habitué, tu vois, à avoir du feedback, à être informé un petit peu, tu vois, quand on voit un colis, aujourd'hui, tu peux le traquer, tu peux voir où est-ce qu'il est, tu vois, dans quel centre de dépôt. Bah, aujourd'hui, quand on voit un virement, c'est toujours la même situation qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est-à-dire que tu ne sais absolument pas qu'est-ce qui se passe, et puis, bah, voilà, t'attends de voir si ton virement, il est arrivé, et puis si tu le reçois pas, bah, en gros, t'es dans la merde parce que la banque, c'est une boîte noire et tu peux absolument pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. T'es obligé de leur faire confiance. Et maintenant, donc, au-delà d'une absence d'évolution des services rendus par le produit, tu as même aujourd'hui une diminution des services rendus par le produit. Donc je sais pas si tu as déjà essayé d'aller retirer du cash, tu vois, en quantité dans une banque. Bon bah voilà, aujourd'hui si tu veux retirer plus de 1000 euros, les mecs vont appeler les flics, hein, clairement, ils vont te dire que tu es potentiellement un terroriste. Tu vois, moi ça m'est arrivé d'aller dans des banques aux États-Unis
où je voulais, tu vois, faire un paiement pour un billet d'avion et genre il fallait que j'aille me rendre physiquement à la banque pour leur expliquer pourquoi j'avais besoin d'un billet d'avion. Enfin, tu vois, ce genre de situations qui sont encore une fois totalement ubuesques. Et puis, tu as le phénomène du consommateur captif, d'accord? Aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix d'utiliser des banques. Les banques le savent très bien et elles en profitent allègrement, d'accord? Donc, je te parlais de tous les problèmes que tu peux avoir avec tes virements, avec tes plafonds de retrait, d'accord? Aussi avec tes plafonds de dépenses, etc. D'accord? Aujourd'hui, tu vois, si tu as ce genre de souci avec une banque et que tu commences à contester, eh bien, ils savent très bien que tu es captif, si tu veux. Donc, ils vont faire aucun effort. Et en plus, si tu as le malheur d'avoir un litige, tu vois, par exemple, un virement qui passe pas ou ce genre de choses, bah, bien souvent, la charge de la preuve, elle est pour toi, d'accord? C'est toi qui dois faire des démarches, c'est toi qui dois les contacter, c'est toi qui dois galérer à faire valoir tes droits. Ça arrive aussi que des banques, eh bien, elles gèlent tout simplement ton argent, tu vois. Par exemple, si tu reçois un virement qui leur semble, tu vois, pour des raisons totalement subjectives qui les concernent, tu vois, mais si tu reçois un virement qui leur semble un petit peu suspect, les mecs peuvent bloquer ton argent pendant une durée indéfinie. Et voilà, encore une fois, c'est à toi que revient la charge de la preuve, de leur démontrer par des fiches de paye, par je ne sais quoi, des factures, etc., que cet argent, eh bien, il est légitimement à toi, d'accord? Donc voilà, on est dans une situation où le consommateur est complètement captif. Voilà, les banques qui ont le monopole sur ce marché le savent très bien. Bon, au pire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer de BNP à Caisse d'épargne ou l'inverse, tu vois. Je veux dire, ça va pas beaucoup changer ta situation. Donc, c'est pas vraiment un argument, tu vois. Ça va pas vraiment leur faire peur si tu leur dis ça. Et donc, voilà, on est dans cette situation qui est typique des cas de monopole où tu as des clients, des consommateurs qui sont insatisfaits, mais qui malheureusement sont captifs, donc sont obligés de continuer à payer pour ce mauvais service, pour ce mauvais produit. Et pour finir, encore une fois, un truc qui est typique des grosses entreprises en situation de monopole, c'est que en même temps qu'on a la qualité du service rendu, la qualité du produit qui diminue, eh bien on a une augmentation du coût pour le consommateur, d'accord? Voilà, donc je sais pas combien touchaient en taux d'intérêt, tu vois, nos grands-parents, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt qu'on touche sur nos dépôts dans les banques, ils sont devenus absolument ridicules. Alors je sais plus combien c'est le livret A maintenant, je sais plus si c'est 0,5 ou 0,25%, mais dans tous les cas, c'est absolument ridicule. C'est clairement inférieur à l'inflation, c'est même inférieur à l'inflation officielle, tu vois. Donc je te laisse imaginer à quel point c'est inférieur à l'inflation réelle. En fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en termes réels, ton taux, si tu veux, d'intérêt que tu gagnes sur tes dépôts, il est négatif, d'accord, quand tu mets ton fric dans une banque. Donc ça veut dire qu'en fait, clairement, tu perds de la valeur, tu perds de l'argent, en fait, quand tu laisses ton argent dans une banque, clairement. D'accord. Et au-delà de ça, si tu veux, tu vas avoir tout un tas maintenant de frais additionnels que les banques vont te sortir, d'accord. Ils vont te permettre d'ouvrir des comptes relativement facilement, mais dès que tu vas vouloir faire la moindre chose qui sorte un tout petit peu de l'ordinaire, ils vont te facturer des frais qui sont bien souvent exorbitants, voilà. Donc ça, c'est voilà, encore une fois typique d'une situation de monopole. On a le coût pour le consommateur qui augmente et la qualité du produit, du service rendu, eh bien, qui diminue. Bref, on a vraiment tous les signes précurseurs, tu vois, qu'on verrait si on considérait une entreprise classique en situation de monopole qui soit en train, tu vois, de petit à petit, en fait, de perdre son avantage compétitif, de perdre la qualité de son produit, qui est en train de créer des consommateurs insatisfaits et des gens qui vont chercher une solution alternative dès que possible. Donc c'est ce qu'on voit se produire depuis quelques années, d'accord? Déjà avec les banques en ligne, donc tu as sûrement vu ça arriver depuis ces dernières années, les banques comme Revolut, les banques comme, je sais pas moi, Hello Bank, tu vois, et maintenant même les banques traditionnelles sortent un petit peu leur version de la banque en ligne parce qu'ils ont compris que il fallait qu'ils réagissent un petit peu à cette attaque sur leur marché par de la compétition. Donc voilà, les banques en ligne, qu'est-ce que c'est l'avantage des banques en ligne? Eh bien, c'est que voilà, ça assume totalement le fait qu'en fait, il n'y a plus aucun service bancaire digne de ce nom qui est rendu, et donc on supprime tout simplement les guichets de banque et puis on passe à la banque en ligne. Comme ça, au moins, c'est plus simple pour tout le monde. Voilà, bon, maintenant, le problème des banques en ligne, c'est que ça reste quand même, il reste quand même dans le système bancaire classique. Donc, tu vas avoir tous les problèmes que tu as dès que tu essayes de faire des vraies choses avec ton argent, de le transférer un petit peu. Voilà, ils vont te bloquer, ils vont te demander des justificatifs, il va y avoir des délais inadmissibles. Voilà, donc on reste quand même dans un service qui est de mauvaise qualité, mais il y a une petite innovation. Ils essayent de réduire un petit peu les prix, de réduire un petit peu la complexité et d'améliorer un tout petit peu l'expérience utilisateur en t'amenant des applis qui sont un petit peu jolies. Et puis, et de manière bien plus inquiétante pour les banques classiques, tu as l'arrivée des crypto-monnaies et l'arrivée du mouvement DeFi, d'accord, le mouvement de la Decentralized Finance. Donc c'est un petit peu ce dont je parlais dans ma vidéo comment emprunter de l'argent sur la blockchain, d'accord, où je t'expliquais qu'en fait ce genre d'innovation, d'accord, permet en fait tout simplement d'exploser le business model des banques
et que voilà, dans les 10-20 ans qui viennent, vous allez voir que ce type de technologie va clairement remplacer une partie du système financier traditionnel, d'accord? Alors attention, je suis pas en train de dire que ces innovations, elles sont en mesure de remplacer aujourd'hui tout le système financier traditionnel, en incluant le système bancaire, c'est pas le cas. Par contre, clairement, on voit qu'il y a une tendance et on voit que d'ici 10 ans, ça commencera, à mon avis, vraiment à devenir le cas. Notamment, parmi toutes les caractéristiques que j'évoquais pour la monnaie un peu plus tôt dans cette vidéo, il y en a certaines qui sont pas encore vraiment assurées aujourd'hui par des solutions type crypto-monnaie. Ok, alors en particulier, il y en a deux. La première, ça va être le fait d'avoir des transactions qui soient effectuées de manière très rapide et sécurisée en même temps, d'accord? Alors non pas que ce soit vraiment le cas avec le système bancaire, ok, faire des virements, si tu veux, ça prend quand même pas mal de temps encore aujourd'hui. Tu peux avoir des transactions qui sont plus rapides sur la blockchain, mais on a du mal aujourd'hui avec tout ce qui est système de paiement, d'accord, sur la blockchain. Si tu voulais payer avec des cryptos comme tu le fais avec une carte bleue, c'est possible avec certaines blockchains, mais c'est pas aussi sécurisé. Donc on a encore des progrès à faire là-dessus. Les blockchains qui sont le plus sécurisées aujourd'hui te permettent de faire des transactions sur des durées de l'ordre, tu vois, de peut-être quelques minutes, mais on n'est pas encore sur de la durée, tu vois, inférieure à 1 seconde. Et le deuxième problème qu'on a aujourd'hui avec la crypto-monnaie, c'est le problème de la fongibilité. D'accord. Aujourd'hui, si tu prends un Bitcoin, il va pas vraiment être équivalent avec n'importe quel autre Bitcoin, tout simplement parce que du fait de la transparence des blockchains, du fait qu'on n'a pas encore vraiment des systèmes pour faire des transactions de manière vraiment privée, tu vois, de manière vraiment confidentielle, eh bien, chaque Bitcoin va un peu avoir une histoire sur la blockchain et donc tu as certains Bitcoins qui vont être en fait moins qualitatifs que d'autres, notamment des bitcoins qui vont être issus de hacks, de vols, etc. C'est un peu des bitcoins qui vont être salis, si tu veux, et donc voilà, il n'y a pas vraiment cette notion de fongibilité. Aujourd'hui, si tu prends un billet de 10 dollars, il va être équivalent à n'importe quel autre billet de 10 dollars, tout simplement parce qu'il n'aura pas d'histoire. D'accord. Et soit dit en passant, lorsqu'on parle de blanchiment d'argent avec la blockchain, hein, vous comprenez bien, on en avait parlé dans la vidéo sur les blockchains, les crypto-monnaies sont-elles anonymes? Vous comprenez bien que c'est bien plus facile de blanchir de l'argent avec une monnaie qui n'a pas d'histoire, d'accord, comme les monnaies fiduciaires, que ça l'est de le faire avec des monnaies qui ont un historique comme les crypto-monnaies sur la plupart des blockchains aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour l'instant sur ces sujets-là, on abordera ça dans d'autres vidéos, on creusera ça un petit peu plus. Mon but aujourd'hui, c'était simplement d'attirer ton attention sur cette idée, tu vois, sur cette manière de voir la monnaie comme un produit à part entière, tu vois, comme un produit comme les autres en fait, parce que ça permet vraiment de revenir un peu à la réalité et de comprendre la situation dans laquelle on est avec ce système de banque centrale, avec ces monnaies centralisées, et ça va également te permettre de comprendre, et voilà, encore une fois, c'est des choses dont on discutera prochainement dans d'autres vidéos, mais ça va également te permettre de comprendre quels sont les mécanismes en fait qui nous ont amenés à la situation actuelle en termes, si tu veux, d'inégalité de revenus, tu vois, en termes de croissance démographique, en termes de pas mal de choses en fait qui vont être liées énormément avec ces notions de monnaie fiduciaire, avec la notion de dette également. Donc voilà, si tu vises l'indépendance financière, si tu vises la liberté, la souveraineté financière, c'est fondamental que tu comprennes ces choses-là, c'est fondamental que tu comprennes vraiment qu'est-ce que c'est la monnaie et c'est fondamental que tu comprennes également qu'aujourd'hui, tu as le choix, si tu veux, t'es plus vraiment coincé au jour d'aujourd'hui avec les monnaies fiduciaires, avec les monnaies de banque centrale. Tu as le choix, tu as les crypto-monnaies, tu as d'autres types d'actifs qui peuvent te permettre de stocker de la valeur. D'accord, tu n'es pas forcément obligé d'utiliser de la monnaie de banque centrale pour stocker de la valeur. Donc voilà, si tu veux devenir libre financièrement, intéresse-toi à ces questions et on en discutera davantage à l'avenir sur cette chaîne. Quoi qu'il en soit, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Laisse-moi un like, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé ou me poser des questions, ça m'intéresse vraiment. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Max Polizzo et je te dis à très bientôt.